Nous ouvrons ce soir pour ce premier numéro un dossier sensible. C'est celui de la disparition du militant nationaliste Guy Orsogne. C'était il y a 34 ans. Vous avez enquêté, nous allons voir votre reportage dans un instant. C'était en juillet 83. Vous avez rencontré les protagonistes de cette affaire. 34 ans après les faits, est-ce que les langues se délient ou est-ce que c'est une affaire qui est encore un peu taboue ? Alors, écoutez Henri, ce reportage sur la disparition de Guy Orsogne est significatif de ce que nous voulons faire pour cette nouvelle émission, à savoir expliquer comment un fait divers se construit pour comprendre ce qu'il nous dit de la société. Alors cette affaire Orsogne, elle a marqué la mémoire collective, c'est un mythe fondateur de l'histoire du nationalisme, elle continue à opposer deux thèses encore aujourd'hui, la thèse policière et la thèse nationaliste, à savoir le règlement de compte entre truands ou l'exécution politique. Alors en 1983, la gauche vient d'accéder au pouvoir, l'État se trouve dans une approche d'ouverture, mais plane encore les attentats antinationalistes et les services spéciaux issus du SAC ou de Francia. Alors, pour tourner ce reportage, nous avons rencontré de nombreuses personnes qui, encore aujourd'hui, nous ont dit l'affaire est encore sensible. Nous avons rencontré les enquêteurs de l'époque qui étaient au cœur de l'affaire. Nous avons rencontré certains nationalistes comme Léo Batteste qui viendra en plateau. Et nous avons rencontré la mère de Guy Orsogne qui, pour la première fois, témoigne devant une caméra. Après le reportage de Marie-Françoise Stéphanie, notre invitée nous rejoindra sur le plateau. Léo Batteste, militant nationaliste, ancien responsable de la CCN au moment de la disparition de Guy Orsogne. Justice, elle est disparue. Reportage Marie-Françoise Stéphanie, Jennifer Capaille, montage Vanessa Coulioli. À tout à l'heure. On n'a même pas su exactement ce qu'ils ont fait. Une semaine exactement après la disparition de Guy Orsogne, la PJ, la police judiciaire, serait, semble-t-il, sur une piste sérieuse. Tout est fait pour dissimuler les responsabilités évidentes au plus haut niveau de l'appareil d'État dans un assassinat politique. C'est pas une histoire de FLNC ou quoi, c'est une histoire de raquette tout simplement. Ça c'est sûr, c'était ni Guy ni Alain, c'était Roger qui était visé. La mort de Guy, elle a eu des conséquences terribles. Au cœur du village de Veyre, le visage de Guy Orsogne, militant nationaliste disparu le 17 juin 1983, marque à jamais le drame de sa disparition. 34 ans plus tard, sa mère porte souvent son gilet et les tourmente de questions sans réponse. 17 juin, l'horreur. Et de ne toujours pas savoir ce qu'on en a fait, où on l'a jeté. Est-ce en mer? Est-ce dans un trou de la région où ils l'ont massacré? Où est-ce qu'ils l'ont jeté? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Insupportable. Sartène, ce 17 juin 1983 au couvent Saint-Damian, comme tous les vendredis, les frères Orsogne, Guy et Alain, piliers du FLNC, suivent des cours de formation pour jeunes agriculteurs. Alain est l'un des principaux dirigeants nationalistes. Son frère Guy est un militant, il vient d'être libéré avec l'amnistie. Vers 16h, Alain et Guy se séparent sur le parking du couvent. Mais ce jour-là, Alain et Guy étaient partis sur Sartène pour passer, parce que comme ils s'installaient, revenaient à l'agriculture et il leur fallait un diplôme de truc agricole, ils étaient partis à Sartène passer un diplôme agricole. Et ce jour-là, Alain, la femme d'Alain, Frédéric, arrivait de Paris, elle lui a téléphoné, écoute, reviens vite, mes parents sont embêtés, ils sont seuls. Donc il a dit à son frère, écoute, parce qu'il fallait aller jusqu'à Porto-Vecchio pour une histoire de chevaux, je ne sais pas pourquoi, il dit, écoute, vas-y tout seul, Frédéric a besoin de moi, on se retrouve à Vire. Et Guy n'est jamais revenu.
Guy Orsogn y monte dans la Mercedes bleue de son oncle et prend la route en direction de Porto Vecchio pour rendre visite à un ami. Il n'est jamais arrivé, personne ne le reverra plus. Des recherches sont menées pendant le week-end, en vain. Dans le souvenir que j'ai, l'information est arrivée de la disparition de Guy à deux moments, par deux personnes différentes. Alors Alain d'abord, et puis peut-être quelqu'un d'autre qui est venu rajouter là-dessus cet élément d'information qu'on ignorait, bien sûr. Et c'est à partir de là qu'on s'est mobilisé pour savoir un petit peu si on avait des éléments, quoi. 1983, le contexte est tendu. 800 attentats pour la seule année 1982. Malgré des rapports compliqués entre police et nationalistes, Alain Orsogn se rend au commissariat pour signaler la disparition de son frère. Il indique avoir remarqué que son frère et lui sont suivis depuis plusieurs jours par des inconnus circulant dans une Visa rouge. Ange Mancini, le patron du SRPJ, et le commissaire Broussard vont rapidement disposer d'éléments précis. Il y a une équipe de voyous de haut niveau. C'était pas des enfants de cœur d'une part, et ils n'avaient rien à voir avec le nationalisme. Donc ils étaient sous écoute téléphonique, ces gars-là, parce qu'ils commettaient des braquages. Et dans les conversations, il ressortait qu'il y avait une disparition. Mancini m'appelle et me dit, dis donc, rentre vite. Enfin, c'était prévu que je rentre à ce moment-là d'ailleurs, mais rentre vite, il y a un problème. Guy Orsogn est disparu. Il devait revenir sur Porto Vecchio, personne ne l'a vu. Hein, et en plus de ça, on parle de la Visa rouge. Et nous, les inspecteurs du SRPJ d'Ajaccio avaient remarqué effectivement cette voiture. Cette Visa rouge, repérée par les policiers qui surveillent une équipe de braqueurs, serait la même que celle remarquée par les frères Orsogn. Mais le dispositif de filature a été levé la veille de la disparition. Le mercredi 22 juin, Alain Orsogn accepte de monter une opération avec la police pour tenter d'attirer les kidnappeurs. En se disant, bon, si c'est lui qui est recherché, on va essayer de le promener, avec son accord bien sûr, à travers les endroits un peu où il pourrait être visible, c'est-à-dire Ajaccio, Sartène, Propriano, qui étaient les endroits où son frère avait disparu, en se disant que peut-être, effectivement, ça allait provoquer une réaction de gens qui se sont dit « merde, on s'est trompé ». Alain, il est toujours là, et qui aurait essayé de tenter quelque chose. Et on a monté avec lui, avec son accord, une sorte de piège dans lequel il conduisait un 4x4 et on avait, nous, des policiers qui étaient dissimulés sur l'arrière, c'est une sorte de pick-up, sous l'arrière du véhicule, prêt évidemment à le protéger, à intervenir si une opération... On a fait ça pendant 2 jours, mais rien ne s'est produit. 5 jours plus tard, Guy Orsogn n'a toujours pas donné signe de vie. Il y a urgence. Les policiers lancent une vaste opération. Ils interpellent l'équipe de braqueurs du Valinco. 15 personnes sont arrêtées, 6 sont écrouées. Jean Alfonsi, Di Gianno Longo, Paul Andreani, un des hommes de main, et Salvatore Contigni, un sarde, recherché en Italie pour une dizaine d'assassinats. Enfin, Jean-Marc Leccia, le commanditaire présumé, chimiste des plus grands réseaux de trafic de drogue, échappe au coup de filet. Il sera rattrapé à Miami et écroué à Ajaccio. L'un de ces hommes se confie, c'est sur lui que les policiers trouvent la montre de Guy Orsogn. Andreani, qui était un petit peu le bras droit d'un certain Jeannot Lelon parce qu'il était grand, c'était son surnom, et il explique que Jeannot Lelon, qui était un petit peu le parrain du secteur, Jeannot Lelon l'avait chargé, selon lui, selon Andreani, l'avait chargé de se renseigner sur Roger Orsogn et ses neveux, qui avaient des grosses ambitions au niveau raquette. Et on parlait d'une somme de 100 millions. Bon. Et ça entre bien dans les cordes du Roger Orsogn. Et Andreani confirme que Alfonsi, Jeannot Lelon, surnommé Jeannot Lelon, il lui avait dit faut en finir avec ces gars-là.
Ils ont décidé de nous demander de l'argent, de nous déclarer la guerre. On ne va pas se laisser faire. On les enlève. Il faut se débarrasser de la voiture et du conducteur de la voiture. Alors le vrai problème qui s'est posé, c'est qu'au moment de l'enlèvement, Guy Orsogne circulait dans la Mercedes bleue, je crois, si j'ai bonne mémoire, une Mercedes bleu foncé, qui était la propriété de Roger Orsogne. Et c'est pour ça que finalement, après, c'est accrédité cette idée qu'on voulait enlever Roger Orsogne, mais que les gens qui voulaient l'enlever ne le connaissaient pas physiquement et qu'ils ont enlevé le conducteur du véhicule de Roger Orsogne. Pour les policiers, il y a eu erreur. C'est l'oncle de Guy Orsogne, Roger Orsogne, qui était visé pour une sombre histoire de menaces entre voyous. On voit ici Roger Orsogne venir se constituer partie civile au palais de justice, fusil de chasse à la main. Selon les enquêteurs, il s'agit d'un règlement de compte entre truands. Nous avons été prévenus par des gens qui sont proches de nous et qui sont pourtant dans les sphères gouvernementales, je dirais, qu'en Corse, il y avait une équipe qui était prête à intervenir dans des cadres de contrats physiques à exécuter. Mais côté nationaliste, l'affaire va prendre une autre tournure. Le 25 juin, des milliers de manifestants remontent le cours Napoléon à Ajaccio. Ils dénoncent un assassinat politique. Nos informations étaient exactes. En tout point, des truands engagés, dirigés, rétribués par l'État français ont enlevé, torturé et assassiné notre frère de combat, Guy Orsogne. Des pouvoirs qui ont stoppé la filature, et ensuite cette volonté chaque fois de banalisation, de criminalisation du dossier alors qu'il était éminemment politique. Et donc on voit très bien qu'il y avait des collusions politiques évidentes et qu'il y avait une volonté. Parce qu'à l'époque, ils pensaient peut-être nous liquider carrément, hein, en se disant si on coupe certaines têtes, si on les déstabilise, il n'y aura plus de problème. Le militant disparu incarne le premier martyr du problème corse. Après quelques tours de passe-passe. Une plaque est déposée sur la maison familiale de la famille Orsogne. Hommage militaire est rendu par un commando de l'ex-FLNC, arme à la ceinture et au poignet. Il y a eu une opportunité qui a été saisie par les indépendantistes pour laisser penser, faire croire que tout ça était une machination gouvernementale, ne tient pas une seconde devant la réalité des faits et de la procédure. À l'époque, dans le climat de l'époque, c'était facile de laisser penser ça. Cette opération qui était une opération médiatique pour le FLNC qui leur a permis de faire une sorte d'existence, d'exister de façon plus politique que ce que parfois il pouvait être effectivement. Après le temps des slogans, vient celui des armes. Le 5 septembre, un proche de Jeannot Oulongue est tué dans le Sartenay. Le 10 septembre, Félix Rosso, un fidèle de Jean-Marc Leccia, est abattu à Porto Vecchio. Puis le 13 septembre, Pierre-Jean Massimi est assassiné dans sa voiture. Le FLNC revendique ces assassinats dans un communiqué. Cette affaire-là, elle a deux impacts considérables. Le premier, c'est qu'elle donne un poids beaucoup plus important au mouvement radical dont on faisait partie, mouvement de libération nationale, et qui prend largement, petit à petit, je dirais, une primauté par rapport au mouvement autonomiste qui, jusqu'à ce moment-là, était quand même beaucoup plus important. Deuxième, c'est que il a banalisé la technique d'exécution, alors que le FLNC s'était toujours refusé à l'utiliser pendant très longtemps, et qu'il n'y a eu malheureusement des victimes que de manière accidentelle, et non pas préméditée. Là, c'est une affaire où il y aura beaucoup d'exécutions, la plupart des voyous ont été éliminés, soit à travers la fameuse affaire de la prison d'Ajaccio. L'opération la plus spectaculaire se déroule en juin 1984. 3 nationalistes déguisés en gendarmes pénètrent dans la prison. Ils tuent dans leur sommeil Jean-Marc Leccia et Salvatore Contini. Je
constate avec plaisir que ce commando a rendu justice à mon frère en exécutant 2 des principaux assassins de Guy Orsoni. C'est tout ce que je peux vous dire. 2 personnes qui ont été assassinées, Jean-Marc Leccia, Salvatore Contini, qui ont été assassinés dans la prison de la maison d'arrêt d'Ajaccio, ce qui légalisait un peu, ou ce qui crédibilisait notre enquête. Selon les déclarations de Paul Andréagne, Guy Orsoni aurait été enlevé à Rocapina. Son corps n'a jamais été retrouvé, peut-être abandonné en mer vers Porto Vecchio. Alors tous les bruits ont couru, il était sur une décharge à Porto Vecchio, enfin, vous savez, c'est après l'imagination est formidable, on imagine tout ce qu'on veut. Malheureusement, c'est qu'on n'a jamais pu retrouver ce corps. Et cette plaque, il ne me reste que ça. C'est peu de choses, je vais vous dire. Giustizia, elle est disparue, l'affaire Guy Orsoni. Nous accueillons notre premier invité, Léo Battesti, militant nationaliste et responsable de la CCN au moment des faits. Bonsoir. Bonsoir Léo Battesti. Vous étiez dirigeant nationaliste en 1983. On vous a vu à la tête des manifestations dans ce reportage. Un des premiers à dénoncer un assassinat politique. Est-ce que vous aviez peur que l'affaire Orsoni criminalise le FLNC? Non seulement nous avions peur, mais nous savions qu'il y avait une volonté de criminaliser. Nous avions d'ailleurs été alertés par un confidentiel du Paris Match, ce n'est pas rien, parce que Paris Match est bien renseigné, qui disait 15 jours avant cet enlèvement que Franceschi était le secrétaire d'État, le bras droit de fer à l'époque, du ministre de l'Intérieur, allait tomber sur le problème, à cause du problème corse, par rapport au fait qu'il allait jouer les voyous contre les nationalistes. Donc nous étions sur nos gardes. Nous étions sur nos gardes, peut-être 3 semaines ou 4 semaines avant cet enlèvement. J'étais avec Alain et le pauvre Guy à Paris, en voiture. Derrière nous, nous avions, écoutez bien, nous avions repéré 4 véhicules de police. Et nous étions sur l'avenue Foch et 2 motards sur les contre-allées. C'est dire l'importance que nous revêtions au niveau du dispositif répressif français. On était le problème public numéro 1 oui, mais à là, l'époque. Il y a des éléments précis. On l'a vu, Paul Andréagne va tout raconter. Il va dire que Jean-Marc Leccia a commandité ce crime pour une affaire de règlement de compte entre truands. Mais lorsque vous avez une affaire de ce genre, et c'est pour ça que je suis un peu stupéfait par les réactions de 2 hauts fonctionnaires, Monsieur Broussard, bon, peut-être que lui a toujours été obtus. Moi, je dis clairement, ni Monsieur Broussard ni Monsieur Montini n'étaient dans le complot. C'était des officiers de police qui avaient comme mission de criminaliser d'une certaine manière. La seule nomination de Broussard était une volonté de criminalisation. C'était le tombeur de Mesrine. Vous vous donnez l'image du grand cow-boy qui allait juguler les hors-la-loi corses, les bandits corses. Donc tout était fait pour nous criminaliser. La gauche est au pouvoir, il y a une approche d'ouverture, il y a eu l'amnistie. Guy Orsoni a été amnistié. Non, on n'est plus dans l'approche d'ouverture. L'ouverture, c'était en 80, c'est autre avant. Nous sommes à une période où il y a quand même 600 attentats par an. Il y a un affrontement important avec le système. Et nous sommes dans une construction d'une CCN très puissante, alors qu'auparavant, le mouvement public révolutionnaire, je dirais, était assez marginal. Donc il y avait une volonté de nous juguler. Lorsqu'il y a eu cette affaire, il y a eu ce qu'on appelle une poussette. C'est assez bien décrit. Il y a des arrestations, Léo Battesti. Les personnes qui sont arrêtées sont des personnes membres du grand banditisme. Il y a une poussette à travers l'utilisation de voyous qui étaient des nervis du système. Tous ces gens dont on parle, en particulier ce bandit sarde, qui était, je crois que lorsqu'il a été exécuté, il y a eu des liesses dans certains quartiers en Sardaigne, parce que c'était un bandit qui avait enlevé des tas d'enfants, qui était vraiment une crapule innommable. Lorsque ce type-là était le chauffeur personnel d'un grand élu corse, ces gens-là, lorsque Jacques Chirac venait en Corse, faisaient partie tous du service de sécurité. Nous étions, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les gens aujourd'hui ne comprennent plus. Nous étions toujours dans la foulée de ce qu'était le service action civique, c'est-à-dire tous ces voyous qui étaient utilisés par un système politique. Le SAC avait été dissous. Ah oui, la dissolution. Et comme disait Henri, ils se sont vite reconstitués eux aussi, comme des d'autres personnes sont organisations. arrêtées. Voilà, Elles sont fichées au grand banditisme. Quel était l'intérêt pour l'État d'utiliser dans un premier temps ces personnes et ensuite de les arrêter? Le problème de ces gens-là, je vais vous donner une raison. Ça n'aurait aucun sens. Vous le voyez très bien, même dans les faits. Regardez les faits. On voit cette visa rouge. Cette visa rouge, elle est repérée 2 jours durant à l'embranchement de Vero.
Est-ce que quelqu'un en Corse ignore que Véro Non, mais alors... non, mais si vous me laissez couper à toutes les secondes, je ne vois pas l'intérêt. Je préfère... Oui, d'accord, mais vous êtes deux quand même. Alors relayez-vous peut-être, mais ne vous coupez pas toutes les secondes, s'il vous plaît. Lorsqu'on est à l'embranchement de Véro, vous avez donc ces deux personnes qui sont là. Elles sont repérées. On prétend ensuite qu'ils pensaient qu'ils voulaient trouver un lieu pour brûler une voiture qu'ils avaient volée. C'est dans les dossiers. C'est d'une rare stupidité. Le lendemain même, où la veille, il y a une écoute entre Andréani et Contini, donc ce fameux truand, qui disent texto, je cite de mémoire, la virgule près, demain soir, c'est bon, prends un pull, on va certainement passer la nuit dehors. Que font les policiers qui sont sur écoute? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes policier, qu'est-ce que vous faites? Vous surveillez des gens depuis X temps? Vous interrompez les écoutes? Les surveillances, les filatures de ces gens-là ont été interrompues le lendemain même, le jour de l'enlèvement. Vous pensez qu'il y a une connivence entre le gouvernement et la police? Je pense qu'il y a eu dans les officines du ministère de l'Intérieur, avec, je le dis comme nous le pensons, avec ce qu'ont pu faire les officines. Mais est-ce que vous découvrez le système de l'État français, surtout à cette époque? Est-ce que vous avez oublié des affaires comme le Rimbaud Warrior? Est-ce que vous avez oublié des affaires aussi sordides d'assassinats de personnes, plus ou moins à Paris, où il n'y a pas eu grand-chose ensuite qu'on poursuit? C'était un système qui était à la limite. Mais le contexte est complètement différent encore à ce moment-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la gauche arrive au pouvoir avec une approche tout à fait d'ouverture. Vous savez ce que c'est 3 ans de vie politique encore? 83, 84. Nous sommes dans un affrontement extrême. Nous sommes dans un affrontement extrême entre le système politique français et nous, et en Corse, avec petit à petit la constitution de ce que va devenir la Corse française et républicaine. Il y a une situation presque de guerre civile en Corse. Il faut comprendre les choses. Ce n'est plus du tout la situation, heureusement qu'on n'en est plus là. Moi, je ne suis pas là en train de dire que nous avions raison. Moi, je vous restitue, 33 ans après, ce que je ressens. Et vous savez que je suis sans complaisance par rapport à la violence politique, et je suis même un de ceux qui est allé le plus loin à travers mon ouvrage là-dessus. Mais la réalité, c'est la réalité. Mais comment on peut décider d'amnistier un militant et après décider, comme vous l'avancez, de l'assassiner? L'amnistie était un fait politique. Lorsque la gauche, lorsque Mitterrand, la campagne a été faite, il y avait la promesse de l'amnistie. D'ailleurs, elle s'est faite avec difficulté, puisqu'il a fallu qu'on occupe même le siège du PS, parce que ça s'applique à tout le monde, en particulier d'ailleurs à Lançon. Peu de temps après, donc quel était l'intérêt, effectivement? Peu de temps, mais 2 ans et demi. Il y a eu une rupture, il y a eu une reprise des attentats du FLNC, il y a eu une montée en puissance de la CCN, il y a eu une dénonciation du système réformiste d'un côté, et de l'autre côté, que l'État ne tenait pas ses promesses. Nous sommes dans un bras de fer terrible. Le statut particulier est en préparation de la Corse. Le premier statut particulier de la Corse est en préparation. Il y a une logique de dialogue, même si la violence est là. Non, il n'y a plus de logique de dialogue. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun dialogue entre l'État français et le FLNC et la CCN à ce moment-là. C'est une logique de ennemi public numéro 1. Écoutez, moi je prends mon cas, puisque j'étais un des principaux responsables. Chaque fois que j'avais à Paris, j'avais au minimum 4 policiers derrière moi. Partout, nous étions sur écoute, fichés, il y avait des tentatives d'infiltration qui étaient faites. Mais vous dites simplement ennemi public numéro 1. Comment un ennemi public numéro 1 peut être amnistié et ciblé comme ça de façon si violente? Vous n'avez pas répondu à une question. Écoutez, est-ce que vous vous rendez compte que depuis mai 80 jusqu'à juin 83, tout ce qui s'est passé en Corse, reprenez l'histoire, reprenez tout ce qui s'est passé. Il y a eu 1 millier d'attentats. 1 millier d'attentats. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Donc nous sommes dans une situation qui est une situation délicate au niveau des rapports de force. Mais alors, est-ce que cette affaire, elle est faite dans le dos du pouvoir, par des officines, ou est-ce qu'elle est validée au plus haut sommet de l'État? Écoutez, Aimé Blanc, vous avez entendu parler d'Aimé Blanc. Oui, c'est un commissaire de police. Non, c'est pas seulement un commissaire, c'est un des plus hauts policiers français, puisqu'il était directeur national de la police. Aimé Blanc a écrit dans un ouvrage, parce que lui, il a pris du recul, contrairement à ces deux policiers qu'on a vus tout à l'heure. Aimé Blanc a dit, tout simplement, il a dit, ils avaient commencé, l'erreur a été faite à ce moment-là, comme elle avait été faite du temps de Giscard d'Estaing, où, rappelez-vous, la une d'un journal, non, je vais le dire pour que les gens comprennent. Il y a eu un journal corse, il a d'ailleurs mis 4 personnes étaient ciblées.
il y avait des voyous qui étaient utilisés pour éliminer Mais très Alanson, rapidement. Yves Steele, Vincent Et Saillard et il y moi-même. aura l'affaire de la prison ensuite qui va aussi donner raison, qui va apparemment vous allez valider la thèse de l'enquête, puisqu'un commando va aller assassiner en prison les personnes qui seront arrêtées. Bon, je ne dis pas que je botte en touche, je ne suis pas directement impliqué, même si je suis allé en prison pour apologie de crime. Ça vous prouve d'ailleurs au demeurant. Très vite. Nous sommes les premiers à être en prison pour un délit d'opinion, parce que nous avons dit que ces gens-là étaient courageux de faire ce qu'ils avaient fait. Ça, c'est autre chose. La réalité, nous sommes dans un contexte ou de criminalisation du FLNC, avec la volonté de faire des poussettes et d'opposer des voyous au FLNC. Ça, c'est clair. Merci Léo Battesti d'avoir été notre invité ce soir.